Imaginez un instant l'année 1958. La Havane n'était pas simplement une autre capitale latino-américaine. Elle était sans exagération le cœur battant des Caraïbes. Une ville qui respirait la vie à chaque coin de rue, où l'arôme du café fraîchement préparé se mélangeait à la brise salée de la mer et au son constant des moteurs américains. Mais voici quelque chose de fascinant. Cette ville vivait une dualité extraordinaire. D'un côté, vous aviez la splendeur d'une métropole cosmopolite qui rivalisait avec Miami ou la Nouvelle-Orléans. De l'autre, une réalité beaucoup plus complexe qui se cachait derrière les façades, art déco et les enseignes au néon. Laissez-moi vous peindre le décor. La Havane des années 50 était une ville de contrastes dramatiques. Dans le Vedado, le quartier le plus moderne, s'élevaient des gratte-ciel qui semblaient sortis directement de Manhattan. L'Hôtel National, le Habana Hilton, l'édifice Foxa, des constructions qui défiaient le ciel tropical et annonçaient un Cuba moderne, prospère, connecté au monde. Et savez-vous ce qui rendait cette ville unique ? Son port. Le port de la Havane était l'un des plus actifs de toute l'Amérique. Des navires marchands arrivaient d'Espagne, des États-Unis, du Mexique et d'Amérique du Sud. Ils chargeaient du sucre, du tabac, du rhum, mais apportaient aussi des produits manufacturés, des automobiles, des machines. Cet échange constant transformait la Havane en un point de rencontre culturelle sans précédent. Parlons maintenant des avenues. Le Paseo del Prado, la 5e avenue, l'avenue des Présidents. Ces artères urbaines étaient bordées d'édifices néoclassiques, de demeures républicaines et de petits palais qui reflétaient la richesse accumulée durant des décennies de commerce international. Les lauriers de l'Inde offraient de l'ombre aux passants, et le soir, les lampadaires créaient une atmosphère presque romantique. Mais voici ce qui est intéressant, et je veux que vous prêtiez attention à cela. Tandis que l'élite cubaine et les entrepreneurs américains profitaient de cette opulence, que se passait-il pour le reste de la population ? Dans des quartiers comme Jesús María, Cayo Hueso ou El Cerro, la réalité était complètement différente. Des maisons en bois, avec des toits en zinc, des rues non pavées, une pénurie d'eau potable dans de nombreuses zones. Des familles entières vivaient dans des solars, des logements partagés, où plusieurs familles occupaient des chambres autour d'une cour centrale commune. L'inégalité n'était pas seulement visible, elle était scandaleuse. Tandis que le Habana Riviera proposait des spectacles de cabaret et de la roulette française, des milliers de Havanais luttaient quotidiennement pour obtenir un travail stable. Cette fracture sociale serait en fait l'un des facteurs qui alimenterait le mécontentement qui exploserait peu après. Maintenant, je ne veux pas que vous pensiez que tout était misère en dehors des zones touristiques. La classe moyenne cubaine existait et possédait une certaine stabilité. Des professionnels, des petits commerçants, des employés publics formaient un secteur social significatif qui bénéficiait d'un certain confort, de radios, de réfrigérateurs. Certains possédaient même des automobiles modestes, et l'influence américaine était partout. Coca-Cola, Woolworth, Sears. Les marques américaines dominaient le commerce. Les cinémas projetaient les derniers films de Hollywood, parfois avant d'autres capitales latino-américaines. La radio transmettait des programmes en anglais et en espagnol. Cette pénétration culturelle était si profonde que de nombreux Cubains se sentaient plus proches de Miami que d'autres villes latino-américaines. Mais la Havane n'était pas une simple extension des États-Unis.
elle conservait sa personnalité caribéenne unique. L'architecture coloniale espagnole se fondait avec l'art déco américain, créant un style architectural distinctif. La culture afro-cubaine, présente dans la musique, la religion et les traditions, donnait à la ville une saveur que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. Alors, comment résumer cette Havane pré-révolutionnaire ? C'était une ville de possibilités infinies pour certains, d'opportunités limitées pour beaucoup. Un lieu où l'on pouvait écouter du jazz au Tropicana le soir et voir des enfants pieds nus vendre des journaux le matin. Une capitale qui regardait simultanément vers l'avenir et traînait les problèmes du passé. C'était la Havane avant 1959. Une ville vibrante, contradictoire, inoubliable. Une ville qui était sur le point de changer pour toujours. Vous êtes-vous déjà demandé comment sonnaient réellement les rues du centre historique de la Havane en ces années-là ? Laissez-moi vous emmener maintenant faire un tour dans la vieille Havane, le cœur colonial de la ville où chaque pierre gardait des siècles d'histoire. Imaginez que nous marchons ensemble dans la rue Obispo, un matin de 1957. Que verriez-vous autour de vous ? Des édifices coloniaux de 2 ou 3 étages avec des balcons en fer forgé qui s'avançaient sur les trottoirs étroits. Les façades, certaines fraîchement peintes en couleur pastel, d'autres écaillées par l'humidité des Caraïbes, racontaient des histoires d'époques différentes. Mais voici ce qui est fascinant. La vieille Havane n'était pas un musée, c'était un organisme vivant, pulsant, bruyant. Les rues étaient étroites, conçues à l'époque coloniale, quand les chevaux et les charrettes étaient le principal moyen de transport. Maintenant, dans les années 50, ces mêmes rues devaient accueillir des automobiles, des passants, des vendeurs ambulants et des charrettes à bras. Le résultat était un chaos organisé, une symphonie urbaine de klaxons, de voix et de musique. Et les commerces, les commerces étaient l'âme de ces rues. Nous ne parlons pas de grands magasins modernes, mais de boutiques familiales qui étaient là depuis des générations. L'épicerie de Monsieur Miguel, où les familles achetaient du riz, des haricots et de la morue à crédit jusqu'au jour de la paix. La mercerie des sœurs Rodriguez, avec ses vitrines remplies de dentelles, de boutons et de tissus importés. La fabrique de tabac, où l'on pouvait voir les ouvriers confectionner des cigares à la main, pendant qu'un lecteur leur lisait le journal ou des romans à voix haute. Maintenant, prêtez attention à cela car c'est important. Le commerce dans la vieille Havane fonctionnait avec un système de relations personnelles. Le boutiquier connaissait ses clients par leur nom, savait qui avait besoin de crédit, qui payait ponctuellement, quelle famille traversait des difficultés. Cette économie de proximité créait des réseaux de solidarité, mais aussi de dépendance. Les places étaient des points de rencontre essentiels. La place d'Armes entourée de palmiers royaux et avec son marché de vieux livres fonctionnant déjà depuis lors. La place de la cathédrale, où l'imposante façade baroque de la cathédrale de Saint-Christophe dominait l'espace. Ici, des vendeurs ambulants proposaient des fruits tropicaux, des mangues, des goyaves, des ananas coupés à l'instant. L'odeur sucrée des fruits mûrs se mélangeait à l'arôme du café qui sortait des fenêtres ouvertes. Et les marchés, le marché unique, était le cœur de l'approvisionnement. Imaginez un bâtiment énorme où des centaines d'étals vendaient de tout. Du poisson frais, apporté du port le matin même, des légumes des fermes voisines, des poulets vivants que l'on sacrifiait sur le moment, des épices,
des herbes aromatiques. Le bruit était assourdissant, les vendeurs criant leurs produits, les acheteurs négociant les prix, le clapotis de l'eau en nettoyant les poissons. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose sur la vie sociale dans ces rues. Les trottoirs devenaient des extensions des maisons. Les femmes sortaient des chaises sur le pas de la porte et s'asseyaient pour discuter tout en épluchant des légumes ou en raccommodant des vêtements. Les hommes jouaient au domino sur des petites tables improvisées. Les enfants couraient pieds nus en jouant à la toupie ou au ballon avec des chaussettes enroulées. Et les églises n'étaient pas seulement des lieux de culte, c'étaient des institutions sociales centrales. L'église du Saint-Esprit, Saint François d'Assise, la Merci, chacune avait sa congrégation fidèle. Les cloches marquaient le rythme de la journée. L'Angélus à l'aube, les messes matinales, les vêpres à la tombée du jour, les dimanches, les familles s'habillaient de leurs plus beaux vêtements pour assister à la messe. Et, après le service religieux, la place devant l'église devenait un foyer social. Voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. De nombreux édifices coloniaux abritaient des citadelles ou des solars à l'intérieur. De la rue, on ne voyait que la façade élégante. Mais en traversant le vestibule, on se trouvait face à des cours où vivaient des dizaines de familles dans de petites chambres. Ils partagèrent des salles de bain communes, des lavoirs, des cuisines. Cette façon de vivre créait une vie communautaire intense avec ses avantages et ses conflits. Les vendeurs ambulants étaient des personnages fondamentaux du paysage urbain. Le laitier, qui arrivait à l'aube avec ses pots de lait frais, le rémouleur de couteaux, s'annonçant avec son sifflet caractéristique, le vendeur de fruits, avec sa charrette peinte de couleurs vives, le crieur de journaux, criant les titres sensationnalistes du jour. Chacun avait son cri particulier, sa mélodie commerciale que les voisins reconnaissaient, sans avoir besoin de regarder par la fenêtre. Et la nuit, la vieille Havane changeait de personnalité. Les rues commerçantes se calmaient, mais les bars et les cantines prenaient vie. De petits établissements où les travailleurs portuaires, les employés de commerce et les artisans se réunissaient pour boire de la bière, Hatway ou Cristal, du rhum, Bacardi ou Havana Club. La musique sortait de ces cantines, des guitares, des traits cubains, des bongos improvisés, mais tout n'était pas festif. La pauvreté marquait aussi ces rues. Des mendiants au coin des églises, des enfants cireurs de chaussures, rivalisant pour des clients, des prostituées dans certaines rues moins éclairées. La vieille Havane montrait sans filtre les inégalités de la société cubaine. C'était la vieille Havane, un labyrinthe de rues où cohabitaient la tradition coloniale et la modernité républicaine, où la pauvreté et le commerce prospère se frôlaient à chaque coin de rue, où chaque rue avait sa propre histoire, son propre rythme, sa propre personnalité. Un lieu qui, sans le savoir, vivait ses dernières années avant que l'histoire ne prenne un tournant radical. Savez-vous quel était le lieu qui définissait réellement l'esprit de la Havane ? Laissez-moi vous emmener maintenant au Malecón, ce mur légendaire de 8 kilomètres qui séparait et unissait en même temps la ville à la mer des Caraïbes. Imaginez ceci. Il est 6 heures du soir d'un jour quelconque de 1958. Le soleil commence à descendre sur l'horizon et une brise fraîche commence à souffler depuis l'océan. Que se passe-t-il alors ? Des milliers de Havanais de toutes les couches sociales se dirigent vers le Malecón, comme s'ils obéissaient à un appel invisible.
Mais voici ce qui est extraordinaire. Le Malecón était le seul endroit de la Havane où les différences sociales semblaient se dissoudre temporairement. Sur ce mur de béton, qui s'étendait de la vieille Havane jusqu'au quartier de Vedado, vous pouviez trouver aussi bien un cadre de banque qu'un travailleur portuaire, une étudiante universitaire qu'une couturière. Tous partageaient le même espace, la même brise, le même coucher de soleil. Et que faisait exactement la population sur le Malecón ? Eh bien, laissez-moi vous peindre le tableau complet. Les pêcheurs arrivaient avec leurs cannes improvisées, de longues tiges de bambou avec du fil et des hameçons simples. Ils s'asseyaient, patients sur le mur, avec l'espoir de capturer des vivaneaux, des grogneurs ou n'importe quel poisson qui mordrait à l'hameçon. Ils ne pêchaient pas nécessairement par sport. Beaucoup rapportaient cette prise à la maison pour le dîner familial. Maintenant, prêtez attention à ce détail. Le Malecón était la promenade romantique par excellence de la Havane. Les jeunes couples marchaient main dans la main, cherchant un tronçon moins fréquenté du mur, où s'asseoir pour discuter avec une certaine intimité. Les amoureux se retrouvaient ici, car c'était un lieu public acceptable pour la cour. Selon les normes sociales de l'époque, les familles surveillaient à une certaine distance, permettant la romance, mais maintenant les apparences. Et les musiciens ? Ah, les musiciens de rue savaient que le Malecón était une scène parfaite. Des guitaristes, des joueurs de tré, des joueurs de bongo s'installaient à des points stratégiques et jouaient du son cubain, des boleros, des guarachas. Les gens s'arrêtaient pour écouter. Certains dansaient spontanément sur le pavé. Les casquettes ou chapeaux renversés recueillaient les pièces que les passants lançaient généreusement quand une mélodie les touchait. Mais voici quelque chose que vous n'imaginiez peut-être pas. Le Malecón était aussi un lieu de débat politique et social intense. Des groupes d'étudiants universitaires se réunissaient pour discuter de la situation du pays, des idées révolutionnaires qui circulaient, de l'avenir de Cuba. Ces conversations, apparemment fortuites, étaient en réalité des pépinières de changement politique. La police surveillait, mais il était difficile de contrôler autant de conversations simultanées dans un espace aussi vaste. Les vagues des Caraïbes frappaient constamment contre le mur. Les jours de mer agités, l'eau sautait par-dessus, trempant ceux qui osaient s'asseoir trop près du bord. Les enfants couraient excités quand ils voyaient approcher une grande vague, criant et riant quand l'eau les atteignait. C'était un jeu dangereux, mais irrésistible, spécialement durant les vents du nord hivernaux, quand la mer s'emportait. Et les vendeurs ambulants, bien sûr qu'ils peuplaient aussi le Malecón, vendeurs de cacahuètes grillées dans des cornets de papier journal, charrettes avec des glaces à la crème, au chocolat ou à la noix de coco, vendeurs de rafraîchissement et de malta. Le cri constant, cacahuètes, cacahuètes grillées, glaces froides, toutes fraîches. Ces vendeurs connaissaient les meilleurs horaires, les points les plus fréquentés, les techniques pour maximiser leurs ventes. Maintenant, laissez-moi vous parler des automobiles qui circulaient sur l'avenue parallèle au Malecón. Des Cadillac cabriolets avec la capote baissée, des Chevrolet Bel Air brillantes, des Buick Roadmaster imposantes. Les jeunes de familles aisées promenaient lentement leurs voitures américaines, les montrant comme des symboles de statut. Les jeunes filles les regardaient du coin de l'œil, feignant le désintérêt, mais clairement impressionnées par ces machines chromées et colorées. Les différentes sections du Malecón avaient leur propre personnalité. Le tronçon
proche de la vieille Havane, était plus populaire, plus bruyant, fréquenté par des travailleurs et des familles humbles. À mesure que vous avanciez vers le Vedado, l'ambiance changeait. Les bâtiments étaient plus modernes, les gens mieux habillés, les automobiles plus luxueuses, mais tous partageaient la même mer, le même vent salé. Et à la tombée de la nuit complète, le malécon se transformait à nouveau. Les lampadaires s'allumaient, créant des îlots de lumière jaunâtre. Les couples se rapprochaient davantage dans la pénombre entre les lumières. Les pêcheurs continuaient avec leurs cannes, utilisant maintenant des lampes à pétrole pour voir. Certains groupes allumaient de petits feux pour se réchauffer, ou simplement pour créer une ambiance pendant qu'ils jouaient de la musique et buvaient du rhum. Voici quelque chose d'important que vous devez comprendre. Le Malécon n'était pas seulement un lieu physique, c'était un état d'esprit havanais. C'était là que les habitants de la ville venaient respirer, penser, rêver. Dans une ville qui vivait à toute allure entre le travail, le commerce et le divertissement nocturne, le Malécon offrait un répit, un espace de contemplation. Les dimanches l'après-midi, des familles entières occupaient des sections du mur, étendaient des nappes improvisées et partageaient des goûters, des petits sandwichs, des beignets, des rafraîchissements maison. Les grands-parents racontaient des histoires de l'ancienne Havane pendant que les petits-enfants jouaient à proximité. C'était la tradition, c'était le rituel, c'était la manière havanaise de célébrer le jour de repos. L'océan lui-même était un personnage de plus. Il changeait d'humeur. Certains jours, il restait tranquille, d'un bleu profond et cristallin. D'autres jours, il s'agitait, s'obscurcissait, lançait de l'écume blanche contre les rochers. Les Havanais lisaient la mer comme un baromètre naturel, prédisant les tempêtes, ou le beau temps selon son comportement. C'était le Malécon de la Havane avant 1959, un lieu démocratique dans une société inégale, un espace de liberté en temps de tension politique, un mur qui, au lieu de diviser, unissait toute une ville à son horizon infini. Pouvez-vous sentir la tension dans l'air ? Laissez-moi vous emmener maintenant au dernier mois de 1958, quand la Havane vivait ses derniers jours tels que ses habitants la connaissaient. C'était une ville qui dansait au bord d'un précipice historique, sans savoir exactement ce qui viendrait après. Imaginez les rues havanaises en ces jours-là. D'un côté, la vie continuait avec une apparente normalité. Les casinos restaient remplis de touristes américains, pariant sur les tables de roulette et de blackjack. Le Tropicana présentait ses spectacles nocturnes, avec des danseuses vêtues de plumes et de paillettes. Les hôtels réservaient des chambres des mois à l'avance. Mais, savez-vous quoi ? Sous cette surface de normalité, quelque chose changeait profondément. Voici ce qui est fascinant. Tandis que dans les montagnes de la Sierra Maestra, les troupes rebelles de Fidel Castro avançaient village par village, à la Havane, beaucoup continuaient à vivre comme si de rien n'était. Comment cette déconnexion était-elle possible ? Eh bien, pour le comprendre, vous avez besoin de saisir la psychologie de ces jours-là. La haute société havanaise, installée dans ses demeures de Miramar et du Vedado, ne pouvait tout simplement pas imaginer que son monde était sur le point de s'effondrer. Ils avaient survécu à d'autres mouvements politiques, à d'autres tentatives de coup d'État. Pourquoi celui-ci serait-il différent ? Ils continuaient à célébrer des fêtes dans leurs clubs privés, le Havana Yacht Club, le Country Club. Leurs conversations tournaient
plus autour des derniers modèles de Cadillac qu'autour de la situation politique de l'intérieur du pays. Mais dans les quartiers populaires, l'ambiance était complètement différente. Laissez-moi vous raconter ce qui se passait dans des lieux comme El Cerro, Santos Suárez ou Luyano. Les nouvelles de la radio, écoutées en groupe autour de récepteurs partagés, apportaient des rapports contradictoires. Le gouvernement de Batista insistait sur le fait que tout était sous contrôle, mais les rumeurs parlèrent de victoires rebelles, de soldats désertants, de villages entiers rejoignant la cause révolutionnaire. Et la violence urbaine. Ah, ceci est important. La Havane de la fin de 1958 n'était pas exactement un endroit paisible. Le mouvement du 26 juillet avait des cellules clandestines opérant dans la ville. Ils plaçaient des bombes dans des installations gouvernementales, sabotaient les infrastructures, réalisaient des attentats sélectifs contre des fonctionnaires du régime. La réponse du gouvernement était brutale. Détentions arbitraires, tortures dans les commissariats, corps apparaissant dans les rues comme avertissement. Prêtez attention à ce détail. Beaucoup de Havanais ordinaires vivaient dans un état de peur constante. Sortir le soir était devenu dangereux. Vous pouviez être arrêté à un barrage policier sans raison apparente. Si on vous trouvait avec de la littérature considérée comme subversive, vous pouviez disparaître. Les familles vivaient avec la crainte que leurs enfants jeunes, spécialement les universitaires, soient impliqués dans des activités clandestines. Les étudiants universitaires étaient particulièrement actifs. L'université de la Havane avait été fermée par le gouvernement, précisément pour éviter les manifestations. Mais cela n'a pas arrêté l'activisme. Réunions secrètes dans des maisons privées, distribution clandestine de propagande, réseau de communication entre cellules révolutionnaires. De nombreux jeunes de classe moyenne, même de familles aisées, s'étaient radicalisés face à la répression gouvernementale. Parlons maintenant de l'armée et de la police. Ils n'étaient pas monolithiques dans leur loyauté envers Batista. De nombreux officiers et soldats étaient démoralisés. Les histoires de corruption dans les hautes sphères militaires circulaient largement. Certains militaires envisageaient déjà leurs options pour le jour inévitable où le régime tomberait. Cette érosion interne de l'appareil répressif accélérait le processus de changement. Et les Américains, la présence américaine à la Havane était omniprésente, mais de plus en plus inconfortable. L'ambassadeur des États-Unis, Earl Smith, maintenait des réunions constantes tant avec le gouvernement qu'avec des secteurs de l'opposition modérée. Washington commençait à se distancier de Batista, conscient que son gouvernement était condamné. Cela envoyait des signaux confus, mais clairs. Le soutien américain n'était plus inconditionnel. Les entrepreneurs vivaient dans une incertitude angoissante. Devaient-ils sortir leur capital du pays? Devaient-ils attendre? Le prochain gouvernement serait-il pire ou meilleur pour les affaires? Certains commencèrent discrètement à transférer des fonds vers des banques à Miami. D'autres parièrent sur la continuité et le regretteraient après. Voici quelque chose de poignant. De nombreuses familles havanaises commencèrent à se diviser. Des pères conservateurs discutant avec des fils révolutionnaires, des épouses suppliant leurs maris de ne pas s'impliquer en politique, des frères prenant des partis opposés. Ces divisions familiales laisseraient des cicatrices qui dureraient des générations. Décembre 1958 fut particulièrement tendu. Les victoires rebelles dans l'Orient de Cuba
ne pouvait plus être cachée. Santa Clara, une ville importante au centre du pays, tomba aux mains de Che Guevara le 30 et 1 décembre. Quand cette nouvelle arriva à La Havane, les gens surent que la fin était proche. La nuit du 30 et 1 décembre 1958 fut surréaliste. Dans les hôtels et casinos, touristes et havanais aisés célébraient le nouvel an avec du champagne et de la musique. Ils ne savaient pas que ce serait la dernière célébration de ce type. Tandis que les coupes s'entrechoquaient, Fulgencio Batista faisait discrètement ses valises au palais présidentiel. À 2 heures du matin, le 1er janvier 1959, Batista et son cercle intime s'enfuirent vers la République dominicaine. La nouvelle se répandit rapidement dans la matinée. Les réactions furent variées. Jubilation dans les quartiers populaires, panique dans les zones résidentielles aisées, confusion généralisée dans tous les secteurs. Et que se passa-t-il alors dans les rues ? La Havane vécut des jours de chaos contrôlé. Des multitudes sortirent dans les rues pour célébrer. Des statues de Batista furent renversées. Des casinos furent pillés. La police disparut des rues. Les barbus du mouvement du 26 juillet commencèrent à arriver dans la ville, accueillis comme des héros libérateurs. Mais voici la question cruciale. Les Havanais comprenaient-ils l'ampleur du changement qui s'annonçait ? Probablement pas. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'un changement de gouvernement de plus. Certains imaginaient des réformes modérées, des élections démocratiques, une continuité économique avec plus de justice sociale. Personne, absolument personne, ne pouvait prédire que la Havane qu'ils connaissaient disparaissait pour toujours, que les casinos ne rouvriraient jamais, que les grands entrepreneurs perdraient tout, que des milliers de familles finiraient en exil, que la ville resterait figée dans le temps, préservant involontairement ses automobiles américaines, ses édifices art déco, cette architecture coloniale. C'était la Havane au moment de sa transformation la plus radicale. Une ville vibrante, inégale, cosmopolite, contradictoire. Une ville qui dansait le mambo pendant que se préparait une révolution. Un lieu qui vécut intensément jusqu'à son dernier moment comme capitale des Caraïbes libérales, avant de devenir quelque chose de complètement différent. Et ainsi se termine notre voyage à travers les rues de la Havane avant la Révolution. Une ville qui n'existe plus, mais qui vit dans la mémoire, dans les photographies décolorées, dans les récits de ceux qui l'ont vécue, et maintenant aussi dans votre imagination.